Ce 15 mars, notre dictateur Jules César est mort. Conjuration de 23 sénateurs tués dans une réunion Propre du Sénat. fils adoptif de César, Cassius le Brutus, déçu qui souhaitait briguer un mandat de consul. Toutes les causes et les conséquences tout de suite dans les news de l'histoire. Amis de l'histoire, bonsoir et bienvenue dans le premier numéro des news de l'histoire. Le mois de mars, c'est Fillon, Macron, Mélenchon, Hamon, Pion, Piège-à-con, Cabinet Noir, Chambre Jaune, bref. Mars, c'est avant tout la mort d'un très grand homme. Et oui, le 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, JC nous a quittés. Jules César nous a quittés, mais nous n'allons pas nous apitoyer sur les détails de cette mort. Intéressons-nous plutôt au pourquoi. Comment cet homme s'est-il mis le Sénat à dos, malgré le soutien de son peuple? Comment ses ennemis ont pu aller jusqu'à le tuer? Parmi tous les historiens antiques, deux sources sont considérées comme particulièrement intéressantes, Plutarque et Suétone. Ces deux historiens du 1er siècle ont tous deux écrit une biographie particulièrement célèbre de... Oh, je te coupe tout de suite là. Et que ces croutons du 1er siècle? Y a personne qui les connu? Personne qui les côtoyait, qui ait écrit sur lui? Il a pas de passage chez Karen le Marchand? Alors non, la télé-réalité n'existait pas, c'était un peuple d'intellectuels très sérieux, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Alors comment explique-t-il la mort de César? Eh bien, pour commencer, dans la République romaine, il n'y a pas de constitution. C'est une invention moderne. Alors, le rapport de force entre le Sénat et les consuls est permanent. Les consuls, ils sont trois, disposent en théorie du pouvoir total, l'imperium. Mais le Sénat, qui normalement n'a qu'un rôle de prestige, peut, puisqu'il représente la tradition aristocratique romaine, peser dans les décisions de la République. Quant au dictateur, mais alors son pouvoir est suprême. Ça, c'est pas mal, ça me tente bien. Et vous avez raison, les pouvoirs du dictateur sont inégalables. Toutes les assemblées lui sont soumises et personne n'a le droit de lui opposer son veto. Wow! Ne va pas mettre des idées dans la tête des gens, hein. Son mandat est limité par sa durée de 10 ans. Que dis-tu de ça? C'est la preuve même des pouvoirs du dictateur. En effet, le mandat est à la base de 6 mois et il n'apparaît que lors d'une urgence militaire. Mais César parvient à faire allonger son mandat à 1 an, puis 10 ans, puis à vie, et ce alors même qu'il vient de terminer la guerre. Désolé, mais c'est un peu simple. Jules César était apprécié par le peuple. Il tient sa légitimité du peuple. Il a libéré le peuple, désarmé de ceux qui le maintenaient asservi. Arrête tes conneries, là, tu vas trop loin. Jules César est un politicien qui dit au peuple ce qu'il veut entendre. Vous avez assez de cette bande de Faisons un bref retour arrière au début de sa carrière politique. Il y a deux tendances politiques majeures à Rome. Les optimates sont favorables à l'aristocratie sénatoriale. Le représentant consulaire de cette tendance est Pompée. Et de l'autre côté, on a les populares. Apparue au IIe siècle, cette tendance accompagne la crise de l'agriculture céréalière de la péninsule italienne, peu à peu remplacée par le blé importé de Sicile. Ce mouvement fait donc son lit des paysans romains paupérisés. Mais peu à peu, cette tendance a été reprise par d'ambitieux populistes, qui promettent à tous l'annulation des dettes et du blé, sicilien bien sûr, gratuit. Crassus est l'homme le plus en vue de cette tendance. Et César choisit, en toute liberté, de soutenir les populares, comme son ami Crassus. Entre 63 et 64, il mène de grandes actions judiciaires contre de hautes personnalités accusées de corruption. Gaius Rabirius, Lucius Liscius et... ah tiens, Catilina, un populiste qui intente un procès à un autre populiste. C'est du jamais vu, non? En réalité, Jules César est le fer de lance des patriotes contre les mondialistes, les sicilianistes, les Européens. Certes, mais Crassus vient quand même d'une riche famille aristocratique, et il a fait fortune dans l'immobilier sur le dos du peuple romain. Et après il vient dire qu'il soutient le peuple, c'est purement par intérêt. Et César, qui n'est pas con, et qui en veut aussi du pouvoir, limite. César devient ainsi Pontifex Maximus en 63, grâce à une campagne financée par son ami Crassus. Je rêve ou tu as que César de n'être qu'un vulgaire politicien? Bah oui, exactement. Quelle indignité. D'ailleurs, César signe une alliance secrète avec Crassus, mais aussi avec Pompée. Ces gens-là se connaissent, ils sont du même monde. Et puis, comme tout politicien qui se respecte, Jules commence à être poursuivi en justice. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Quelle indignité. Mais pour un mec qui défend le peuple, il a un peu trop d'amis au placé pour le protéger. Il avait déjà fui Rome en 60 pour l'Espagne,
Et en 58, ce sera la Gaule. Haha! À défaut d'honnête motivation, le passage de César en Gaule est au moins couronné de succès. Ça aussi tu vas le cacher? Entre 58 et 52, la Gaule est conquise. En 54, Jules prend même la peine d'organiser une grande expédition en Britannie. Une terre mythique jusqu'alors pour les Romains. Ah oui, ça on ne peut pas le nier, Jules César était un militaire hors pair. Mais quand le Sénat lui intime en 49 à son retour de Gaule de dissoudre ses légions et de rentrer seul à Rome, c'est César qui prend l'initiative de l'illégalité en franchissant le Rubicon avec ses légions. Allez à Jacta Est, tout ça. César exacerbe plus que jamais le vieux conflit en plaçant sa légitimité sur le peuple. En même temps, pourquoi les sénateurs ont-ils fui Rome avec Pompée vers la Grèce? Cela ne prouve-t-il pas qu'ils sont des traîtres? À en croire plus tard que même les sénateurs favorables à César ont été entraînés par le mouvement. Bon ok, on ne sait pas très bien qui a la justice de son côté. Laissons donc de côté cette guerre civile. Et voyons plutôt l'erreur politique commise par César une fois la guerre finie. Il s'organise un grand triomphe. Non pas pour ses victoires sur des généraux étrangers, mais pour avoir détruit la race du plus grand personnage que Rome eût produit. Et ce n'est pas fini, jugez-en par vous-même. Moi, César, j'ai fait virer les sénateurs corrompus qui allaient contre ma volonté. Moi, César, je les ai remplacés par des sénateurs gaulois soumis à mon pouvoir. Moi, César, j'ai nommé la moitié des magistrats moi-même. Moi, César, j'ai fait limiter la durée des mandats de tous les gouverneurs afin de limiter leur influence. Moi, président, moi, César, j'ai fait construire de grandioses édifices afin d'augmenter mon prestige auprès de vous, peuple de Rome. Vidi, vidi, vici. Bon, on arrête les conneries, je suis tout de suite avec Jules César. Bonjour Jules César. Bonjour. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de populisme? Moi, César. Oh, s'il vous plaît. Inutile de crier, on a déjà assez de spectacles comme ça. Enfin bref. Moi, César, j'ai agrandi et amélioré la ville surpeuplée de Rome. C'est une mesure de droite ou de gauche? Alors là, vous n'êtes absolument pas un dictateur, c'est une mesure centriste. Eh oui. Et qu'avez-vous fait contre les profiteurs du système? Moi, César, j'ai aussi inventé un nouveau système de recensement. Grâce à moi, les 320 000 personnes qui profitent indûment de distribution gratuite de blé ne sont plus que 150 000. Avec moi, les profiteurs du système n'ont pas le droit de pomper nos richesses. C'est du populisme peut-être? Non, c'est du sérieux. En effet, ça se place loin de l'extrême droite, hein. On dirait presque du Madame Merkel. Madame qui? C'est une chef d'État de Germanie. Ah oui, c'est barbare. Ils ne savent même pas lire. Enfin, à mon époque. Pour vous, peuple fidèle, j'ai distribué à profusion jeux de cirque, argent, afin de satisfaire votre principale requête. Du pain et des jeux, des filles de joie. Avez, peuple de Rome. Are you listening? Damn. Ça c'est du leader, ça c'est du sérieux. Quel soin apporter à ses ouailles. Enfin, à son peuple. Mais j'espère que vous avez bien compris que les sénateurs nommés par César sont gaulois, pas romains. Toi! Mais c'est pas Jules César, c'est Césarix. Pas la gallicislamidation de la société. La République est un mot sans réalité, sans valeur. Jules César fait nommer Marc-Antoine, son plus fidèle lieutenant, consul, en 44, et, maladroitement ou sous la conduite de son mentor, ce dernier tente de poser la couronne sur la tête de César en février 44. Histoire de voir ce que le peuple en penserait, ça n'a pas marché. Je suis César, et non pas Rex. Mais cela ne donne-t-il pas raison aux sénateurs d'avoir peur de cet homme? Il nous faut une nouvelle réforme. Un régime moderne, la monarchie. C'est juste. Ce qui vient d'être dit, je le partage, c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Oui, d'une certaine manière, rappeler un régime disparu depuis 500 ans, on peut appeler ça du modernisme. Mais les Romains n'en veulent plus. Ils ont fait leur révolution et chassé leur monarque, ce n'est pas pour voir revenir un roi par la porte dérobée. Et alors les ambitions de César ne seraient que royales? Il nous aurait menti? Non! Bref, il est temps de terminer ce terrible épisode. Qu'est-il arrivé à ces putschistes?
Eh bien, laissons donc Suétone répondre. Le peuple, aussitôt après les funérailles, courut avec des torches aux maisons de Brutus et Cassius, et il n'en fut repoussé qu'avec peine. Bravo! Quel homme! Quel peuple! Bravo! Je comprends plus rien. César, il est pour le peuple? Pour lui-même? Pour la République? Pour la monarchie? Qu'est-ce qu'il veut au juste? De toute façon, Jules César est mort. En revanche, son meilleur allié, Marc-Antoine, est en vie. Une amnistie s'impose entre lui et le Sénat. Bon, on va pas se mentir, hein. Ils périrent tous, chacun d'une manière différente. Ceux-ci dans des naufrages, ceux-là dans des combats. Il y en eut même qui se percèrent du même poignard dont ils avaient frappé César. Et ce, grâce à l'action d'un nouveau personnage qui lui aussi veut venger la mort de César, le fils adoptif de César, Octavien. En l'espace de 14 ans, il va peu à peu gravir les échelons du pouvoir, éliminer ses rivaux, venger symboliquement la mort de son père, et prendre le contrôle de la République pour la transformer peu à peu en empire à sa botte. Mais ceci est une autre histoire. C'est fini pour moi, c'est tout pour moi, merci. Je crois que tu m'as convaincu là-dessus. Dorénavant, il s'agira de faire plus attention à tous les messages envoyés par les politiques. Ne plus accepter de promesses vides de sens. Mais nous avons changé d'époque. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'un régime archaïque. Nous avons une constitution, et pour ceux qui pensent que Trump ou Marine Le Pen peuvent transformer la France ou les États-Unis en dictature fasciste, je pense qu'ils se trompent. La démocratie américaine et plus tard la démocratie française prouveront qu'elles ont les armes pour s'imposer. C'était le premier numéro de News de l'Histoire. Merci à tous de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous bientôt. Amis de l'Histoire, bonsoir.